Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité ce soir, Nicolas Bavrez, il est historien, économiste, essayiste, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date qui s'intitule Violence et passion aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Nicolas Bavrez. Bonsoir. En attendant demain, pour connaître l'ampleur de la contestation des Gilets jaunes, tournons-nous vers le passé. À quel mouvement peut-on, selon vous, comparer ce que l'on vit aujourd'hui? Est-ce que l'historien que vous êtes trouve des similitudes avec d'autres périodes et mouvements de notre histoire? En fait, oui, je pense que ce mouvement relève de la jacquerie. La première des grandes jacqueries, ça a été extrêmement violent, c'était en 1358. Et il y avait à la fois les défaites militaires de Crécy, de Poitiers, les grandes compagnies qui dévastaient les campagnes, l'insécurité, la crise économique, et puis aussi une vague d'impôts. Et on a eu une vague de violence épouvantable. Et ces mouvements, ensuite, ont connu des répétitions régulières dans l'histoire, sous Richelieu, sous la Fronde et sous la Révolution. Donc je crois que nous avons affaire à une jacquerie avec cette spécificité que c'est la première jacquerie numérique. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une jacquerie? Eh bien ce sont les citoyens de base qui, sans leader au départ, sans vrai projet, mais se mobilisent pour protester, éventuellement par la violence. Et évidemment, il faut espérer que ce ne sera pas le cas en l'espèce. Vous dites jacquerie numérique. Est-ce qu'il y a une tradition française, presque une spécificité française d'opposition aux impôts, à l'ajout d'impôts et de taxes ? Oui, bien sûr. Donc, dès l'Ancien Régime, il y avait les protestations contre la gabelle, contre les impôts. On a eu aussi, effectivement, le phénomène Poujade. Mais le phénomène Poujade, il y avait justement un leader quand même, et puis un parti. Et puis, ça a pris une forme parlementaire, puisqu'il a quand même réussi à avoir 52 députés en 1958. Donc, la comparaison d'Emmanuel Macron sur le poujadisme contemporain n'est pas totalement adéquate. Non, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'organisation qui supporte ce mouvement. On verra s'il a une traduction électorale ensuite, mais pour l'instant, il n'est pas organisé. Mais qui est cette France des Gilets jaunes? Comment tout simplement la décrire? Il y a quelques jours, à votre place, ici même, à notre micro, nous recevions le géographe Christophe Guilluy qui avait théorisé la France périphérique. Cette France-là, aujourd'hui, justement, peut-être qui sera dans les rues demain, une France qui travaille mais qui est oubliée, la France des classes moyennes? En fait, ce ne sont pas seulement les classes moyennes. Je crois qu'il faut que... c'est juste, c'est-à-dire que demain, ce mouvement des Gilets jaunes, il est le fruit de la fracture sociale, territoriale, non seulement du pays, mais de la nation française. Mais on n'a pas une France périphérique, on a des France périphériques. C'est ce qu'on a vu aussi d'ailleurs dans les élections américaines, ce qu'on a vu dans le vote du Brexit. C'est-à-dire que ça traverse effectivement, on ne peut pas dire que c'est seulement un mouvement de classe moyenne. Très, très clairement, demain, on devrait avoir aussi beaucoup de gens qui sont des vrais déshérités et qui sont en situation extrêmement précaire. On va avoir aussi le monde des petites villes, mais apparemment, il y aura aussi des mouvements dans les grandes villes. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, mais je pense que de fait, c'est le fruit de ces fractures sociales et territoriales qui faisaient partie, j'allais dire, du mandat qui avait été donné par les électeurs à Emmanuel Macron pour traiter les maux du pays. Et il est clair que ce mal-là n'a absolument pas été pris en compte et que d'une certaine manière, la fracture entre les élites et un certain nombre de gens qui en tout cas se sentent comme le peuple, même si c'est peut-être réducteur, cette fracture n'a jamais été aussi nette. Mais d'ailleurs, le président a esquissé une forme de mea culpa en pointant du doigt ce que vous dites, cette déconnexion entre les dirigeants et les citoyens. Et après, une fois qu'on a dit cela, Nicolas Bavrez, et ce n'est pas la première fois qu'on le dit, comment un dirigeant, comment un chef d'État va y remédier? Comment résorber ces fractures devenues fossés peut-être? On dit fractures françaises, est-ce que ce ne sont pas des fossés aujourd'hui? Alors ce sont des fossés. Là encore, il faut bien avoir en tête que la France n'est pas une île et que la plupart des démocraties sont confrontées à cette vague populiste qui mêle à la fois des problèmes économiques, des problèmes sociaux, les fractures dont on a parlé, les inégalités, aussi des sentiments d'insécurité, de perte d'identité et puis de menaces démographiques face par ailleurs à une Chine qui est triomphante. Donc c'est un peu le mélange de tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, ce mouvement est aussi la marque d'une succession d'erreurs, des erreurs de politique économique, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, quoi qu'il en dise, a refait l'erreur de François Hollande sur un choc fiscal entre CSG et ce qui se passe aujourd'hui sur ces taxes. Quand le président explique que les Français sont schizophrènes sur l'impôt, pas vraiment. C'est quand même un pays où on a 56,4% de dépenses publiques, c'est le record du monde, et on a 53,6% de recettes publiques en mettant les taxes. Donc ce niveau est extravagant, et il est bien vrai qu'il n'est pas soutenable. C'est le plus important de tous les pays développés. On a aussi une erreur, je pense, qui est d'avoir sous-estimé justement les problèmes de sécurité, les problèmes identitaires liés à l'islam, les problèmes concernant l'immigration. Ça fait 2 fois que vous insistez sur l'identité. Ça fait partie, selon vous, des fractures françaises? Parce que les fractures, on parle souvent de l'aspect social, sociétal, voire territorial, mais vous dites aussi il y a l'aspect identitaire qu'Emmanuel Macron n'a pas su prendre en compte. Bien sûr, et qui est aggravé par les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont des machines à créer des communautés qui sont des communautés fermées. On ne rend compte que les gens qui vous ressemblent et pensent à peu près comme vous. Et puis enfin, je pense qu'il y a une erreur politique qu'on voit apparaître là très clairement, c'est-à-dire que le pouvoir jupitérien, la concentration, la personnalisation excessive du pouvoir, et ça c'est l'erreur qui ressemble à celle de Nicolas Sarkozy, le caractère beaucoup trop technocratique, le mépris pour les élus, le mépris pour les territoires, le refus d'organiser un parti, le fait d'avoir une majorité immense et vide, eh bien ces deux aspects, ce refus des corps intermédiaires fait qu'on se retrouve avec un président tout ce que vous nous dites ce soir. On a l'impression que, comme vous l'avez d'ailleurs écrit, le président a déjà perdu le fil de son quinquennat. On a envie de vous dire déjà, vous êtes bien catégorique, perdu le fil, il lui reste quand même encore un peu de temps s'il fallait trouver quelque chose. Je crois que d'une certaine manière, ce qui lui arrive est une chance. Parce que, une chance, tiens donc. Parce qu'il s'est mis justement dans une succession d'impasses et que s'il a le courage de se remettre en question, a priori, il demande à tous les Français, légitimement, ce qu'on appelle la logique de la transformation, de se remettre en cause. Et c'est vrai qu'on doit tous se remettre en cause parce que les citoyens ne peuvent pas s'exonérer des problèmes du pays. Et Dieu sait que les problèmes du pays, on en a sur le plan économique, social, diplomatique, stratégique. Mais le président ne peut pas s'abstraire de ce travail de remise en cause. La France a changé, l'Europe a changé depuis 2017, le monde a changé. Son triple pari sur la croissance mondiale, sur la refondation de l'Europe, sur le fait d'être le meilleur ami de Trump, ces paris ont été des paris perdants. Il faut donc qu'il en tienne compte. Les Français sont intelligents, ils savent très bien que le monde a changé, mais il faut que le président corrige. Et franchement, ce qui a été voté en matière de carburant est absurde. Avec un baril à $80, ça met le litre de carburant à plus de 2 € en 2020. Il n'y a aucune raison économique ou écologique qui justifie ça. Demain, personne ne sait quelle sera l'ampleur du mouvement, mais c'est peut-être le début. Dites-vous, vous avez parlé d'une jacquerie numérique, c'est intéressant comme terme, d'une nouvelle forme de contestation sans intermédiaire, ni politique ni syndicat. C'est pas la devise ni Dieu ni maître, ni politique ni syndicat. Peut-être le début d'une nouvelle forme de contestation. Oui, mais ça peut être extrêmement dangereux, précisément si ça ouvre la porte à la violence. Je rappelle qu'on est quand même un pays, comme disait De Gaulle, la France est un pays qui ne se réforme qu'à l'occasion des révolutions. Il faut absolument éviter les violences politiques et sociales. Très franchement. Sans violence, mais avec de la désespérance, et l'exprimeront pour certains demain. Merci en tous les cas, on l'espère sans violence, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir, Nicolas Bavrez. Merci à vous.